Je voudrais bien sûr remercier mes collègues et amis Georges Azaria et Vincent Gautré de m'avoir permis d'écrire dans les cahiers de la propriété intellectuelle et d'être présente aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, merci beaucoup. Il m'a été demandé pour ces cahiers de la propriété intellectuelle de parler de journalisme. Je ne vais pas du tout reprendre mon article parce que je déteste me relire et je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit, donc je ne vais pas vous en parler, vous le lirez vous-même, voilà, ce sera plus efficace. Donc je vais reprendre cette thématique du journalisme en essayant d'avoir une vision un petit peu plus globale des enjeux, tout en me posant quand même la question de savoir en quoi il y a des spécificités en matière de journalisme. Donc je vais essayer de jongler entre le niveau macro et le niveau micro par rapport aux journalistes. Une petite précision, je me souviens quand même que dans mon article, j'ai entendu la notion de journalisme dans le sens étroit en lien avec une activité professionnelle. Donc je me suis concentrée sur les journalistes professionnels. Je n'ai pas du tout intégré les blogs, les réseaux sociaux, etc. puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut diffuser de l'information directement à des lecteurs. Je me suis vraiment concentrée sur la conception professionnelle de ce métier. Enfin, je me suis concentrée sur le métier. Donc évidemment, ce faisant, il y a des considérations liées à l'organisation du métier, des considérations liées aux règles professionnelles et déontologiques qui vont avoir une incidence sur la façon dont je vais traiter ce sujet. Pour aller un petit peu plus loin aussi, bien sûr, la question de l'IA et des réseaux sociaux et de l'information aurait pu aussi être traitée, c'est un autre sujet d'après moi, mais qui a quand même des incidences sur le journalisme, puisqu'à partir du moment où des informations circulent par les réseaux sociaux, à partir du moment où il peut y avoir une diffusion plus rapide de fake news, par exemple, ou une manipulation de l'information par des comptes Facebook, il y a aussi des enjeux IA, information, réseaux sociaux, par exemple, à considérer, qui vont avoir une incidence indirecte sur les métiers du journalisme, mais encore une fois, c'est un sujet un petit peu en parallèle à côté. Quant à la notion d'IA, je vais aller aussi assez vite parce que je me suis dit qu'en fin de journée, on aura à peu près une idée de ce dont il s'agit, mais c'est même pas tout à fait sûr. En tout cas, là, ici, très schématiquement, je vais distinguer les outils qui se substitueraient aux journalistes de ceux qui se contenteraient d'aider au métier de journalisme. Alors évidemment, dans ce deuxième cas, s'il s'agit d'une simple aide au métier, aide à la rédaction, aide à la décision, aide au tri. Les enjeux ne sont pas les mêmes puisqu'évidemment l'humain garde le contrôle, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui et je pense qu'on est quand même plus sur ce terrain-là à l'heure actuelle. Donc là, on voit plutôt les aspects positifs de ce que peut être l'intelligence artificielle qui vient aider l'humain, qui vient le seconder dans les tâches les plus ingrates, peut-être de tri de l'information, d'agrégation de l'information, d'agglomération, qui ne sont peut-être pas les activités les plus intéressantes. Néanmoins, on en reparlera, ce n'est pas une activité neutre malgré tout. Donc si c'est une aide à la décision, on peut le voir de manière très positive en disant c'est très bien, ça vient seconder les journalistes, comme d'autres métiers d'ailleurs, donc tout va bien. La question est un peu plus délicate lorsqu'il s'agit d'envisager des outils qui viendraient se substituer aux journalistes et des outils qui viendraient rédiger à proprement parler des articles, ce qui commence à être le cas. On a parlé ce matin de Proust, donc évidemment ça peut se faire assez facilement aussi dans le journalisme, d'agréger des éléments factuels et de rédiger un article, et on a déjà des outils qui permettent de le faire. Là, évidemment, ça pose d'autres questions, des questions de droit d'auteur qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça pose bien sûr des questions de savoir que devient la place du journaliste dans ce contexte-là. Donc je vais me concentrer sur la situation la pire. Je vais faire comme Pierre-Luc, je vais être pessimiste, parce que sinon les juristes n'ont rien à dire, sinon voilà, bien obligé d'être pessimiste de nature. Donc on va se concentrer sur la situation la pire. Que devient le journaliste dans l'hypothèse où il serait remplacé, substitué, ou dans l'hypothèse où même l'outil ne serait qu'une aide à son métier, mais prendrait tellement de place qu'il ne contrôlerait plus tout à fait correctement son métier. Donc, dans cette hypothèse-là, je vois trois enjeux majeurs qui sont des enjeux plus généraux, plus globaux, mais que je vais essayer encore une fois d'inscrire dans le contexte du métier de journaliste. Donc d'abord un problème ou un questionnement lié à l'emploi qu'on trouve ailleurs, mais là on va voir quelle déclinaison elle aura dans ce métier.
des enjeux liés au métier même de journaliste, on va se concentrer sur les règles déontologiques et professionnelles, et des enjeux liés à la liberté de la presse, liberté d'expression, d'information, liberté d'opinion. Donc sur le premier point, s'agissant de l'emploi, évidemment, si on imagine des outils qui permettent de rédiger des articles, dans des périodes de pénurie financière et budgétaire dans un certain nombre de rédactions un peu partout dans le monde, c'est assez facile de se dire c'est chouette, je vais remplacer mes journalistes, mes pigistes par de l'IA et on va faire des petits articles faciles, et faits divers, etc. On va les faire traiter par de l'IA. Et là, on imagine que, évidemment, il va y avoir éventuellement des réductions de personnel dans les rédactions, ou en tout cas, sans aller jusqu'à la place du journaliste installé, en tout cas au maillon le plus faible, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais je crois que c'est important de le dire, certainement que tous les métiers ne seront pas impactés de la même façon en fonction de la place et du rôle que l'on a dans les métiers, mais de manière générale, c'est une généralité banale que je vais dire, mais peut-être qu'il faut le rappeler, sans doute que les métiers, les tâches les plus basiques seront affectées les premières, et donc les personnes qui remplissent ces tâches-là seront les premières à subir une éventuelle suppression d'emploi. Je pense aux stagiaires, je pense aux pigistes, qui ne sont peut-être pas les métiers les plus valorisés dans ces professions, mais qui sont nécessaires pour rentrer dans le métier, pour rentrer dans la profession de journaliste, pour apprendre le métier. Donc la question qu'on peut se poser en matière de journalisme comme ailleurs, est de savoir finalement comment les jeunes vont apprendre le métier, comment les nouveaux entrants dans ces métiers vont l'apprendre, si les tâches finalement basiques, on estimait peut-être pas très intéressantes, mais quand même ça permet de savoir comment ça marche, sont confiées à des outils pour automatiser le traitement de l'information, par exemple. Donc ça, c'est une première inquiétude peut-être à avoir, qui va se traduire effectivement potentiellement par la suppression des stagiaires ou des journalistes débutants, et donc on ne sait pas très bien comment on se fera son expérience pour rentrer pour devenir journaliste finalement. Donc ça, c'est quand même une première inquiétude sur l'emploi. Si ces questions d'emploi vous intéressent, et évidemment, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il va y avoir des évolutions des emplois, et donc peut-être des formations vont évoluer. Si ces questions vous intéressent, le rapport Villani qui a été mentionné tout à l'heure fait pas mal état de ces points. Le deuxième point que je voulais soulever est la question de l'évolution de la profession elle-même en lien avec les règles déontologiques et les règles professionnelles des journalistes. Vous le savez, les journalistes doivent vérifier leur information, doivent faire des recoupements de l'information et pas se contenter des dépêches AFP, de récupérer ce que les autres journalistes ont dit sans les citer, évidemment, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire. Donc il faut vérifier, recouper, il faut aller interroger les gens, il faut faire éventuellement du journalisme d'investigation. Et donc si on se dit que toutes ces tâches-là sont supprimées ou que ce n'est pas très important, évidemment, ça remet en cause une des caractéristiques même de la profession et une de ses valeurs ajoutées. On a confiance aux journalistes parce qu'on sait qu'ils ont vérifié l'information. Si on se contente d'une intelligence artificielle qui reprend des informations à droite et à gauche, bon, ces informations sont-elles vraies, vérifiées? On ne sait pas. Ça cause évidemment un problème. Par rapport à l'évolution des règles professionnelles, des règles du métier, il y a bien sûr donc la vérification des sources, le pluralisme, la diversité des médias qui sont essentiels dans une démocratie. Si tout le monde utilise les mêmes outils, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tous la même information, qui risque d'être assez banale, assez moyenne pour satisfaire des lecteurs moyens, assez consensuelle, et qui n'appellera pas la critique, qui ne suscitera pas la réflexion et qui finalement n'aiguillera pas l'opinion. Donc c'est ce qui risque de se passer. Si tout le monde, en plus, si les éditeurs se concentrent, ce qui risque d'être le cas dans beaucoup de domaines, si les éditeurs se concentrent, ils vont proposer les mêmes outils aux mêmes rédactions, et donc il risque d'y avoir une convergence de l'information au détriment du pluralisme, qui est quand même, encore une fois, une caractéristique des médias. La question aussi de la protection des sources. Alors évidemment, si on n'est pas dans du journalisme d'investigation, d'aller chercher l'information au risque parfois
au risque des libertés, d'atteindre les libertés des personnes concernées. C'est sûr que si on n'est plus dans ce journalisme d'investigation, la question de la protection des sources est peut-être moins sensible, mais c'est quand même un problème que de ne pas avoir de sources et de ne pas aller chercher des informations nouvelles. Donc la protection des sources, comment sera-t-elle garantie et est-ce qu'on ira encore les chercher, ces sources? On peut se poser la question. Donc ce deuxième point me paraît quand même très important. Le métier de journaliste est quand même construit sur ces règles fondamentales et avec l'apparition de ces nouveaux outils, on risque de déstabiliser le métier même, ce qui fait l'essence même de ce métier. Et le troisième point va encore plus loin puisqu'on touche à la liberté de la presse, à la liberté de l'information et à la liberté d'expression. Parce que je disais tout à l'heure que les outils d'aide à la décision qui permettent éventuellement de trier l'information sont peut-être un peu sont presque inoffensifs, mais en fait ne le sont pas. On sait tous que les algorithmes ne sont pas neutres, on l'a dit à peu près toute la journée. Tout dépend évidemment de la façon dont ils ont été entraînés, des données qui leur ont été fournies en amont et au fur et à mesure de leur utilisation. Donc le problème majeur que l'on va rencontrer est de savoir quelles données effectivement vont être utilisées, collectées et comment les données vont être triées par l'intelligence artificielle et par quel système, donc c'est à la fois les données et le système lui-même, comment va-t-on savoir finalement comment on aboutit à l'information. Et on rejoint évidemment la question de la transparence algorithmique qui a été évoquée toute la journée. Là, si vous me le permettez, je voudrais faire mes 2 minutes RGPD, parce que vraiment, je ne peux pas m'en empêcher. Le RGPD ne crée pas de droit à l'explication. Enfin, très très clairement, il n'y a pas de transparence algorithmique telle qu'elle dans le RGPD. L'article 22 crée un droit au profit des personnes concernées, un droit à ne pas faire l'objet d'une décision automatique exclusivement fondée sur ce dispositif automatique qui aurait un effet négatif significatif sur la personne concernée. Donc on est quand même dans un champ assez restreint, pas de décision automatique négative sans que vous puissiez vous y opposer. D'accord ? Droit d'opposition. Très bien. Encore faut-il savoir qu'on fait l'objet d'une décision automatique. Et donc cet article 22 est à lire en parallèle avec les articles 13 à 15 qui concernent le droit à l'information. Et dans ces articles 13 à 15, effectivement, il y a un droit à l'information sur la logique sous-jacente. Donc autrement dit, on a le droit de s'opposer à une décision automatique, nous concernant personnellement, et on a de l'autre côté un droit à être informé de la logique mise en œuvre dans ces décisions automatiques. Mais un droit à l'information sur la logique mise en œuvre, ce n'est pas un droit à l'explication personnelle de ma situation personnelle, de mon cas personnel. Et je rejoins un peu ce que disait Pierre-Luc tout à l'heure. On se focalise sur les décisions individuelles ou sur les individus, mais en termes de démocratie ou en termes de discrimination, il faut voir les choses plus globalement. Et dans la notion de groupe, je suis complètement d'accord sur le fait d'ouvrir ou d'abandonner des idées de personnes, d'identité, etc. Parce que les dégâts peuvent être tout à fait identiques dans une approche plus globale. Et typiquement, sur cette transparence algorithmique, ce n'est pas une décision qui va me concerner moi directement, qui va m'affecter directement peut-être, mais si je n'ai pas un pluralisme d'information, si je ne peux pas exercer correctement ma liberté d'opinion parce que la presse ne m'informe pas correctement et qu'elle est biaisée ou qu'on a supprimé un certain nombre d'informations volontairement, oui, ça pose quand même un problème démocratique et un problème d'exercice des droits fondamentaux et pas simplement de protection des données personnelles. Donc il faut avoir effectivement une vision plus globale sur cette question-là, me semble-t-il. Ce que je voulais ajouter par rapport au RGPD, c'est que maintenant, les États membres de l'Union européenne sont en train d'adopter leur loi nationale, puisque le RGPD a laissé beaucoup de liberté aux États, des clauses ouvertes. Et la France a adopté sa législation le 20 juin dernier. Et sur cette question de l'explication, des décisions automatisées, le législateur français a créé un droit à l'explication noir sur blanc dans le texte français. Donc autant ça n'est pas dans le RGPD tel quel, autant en revanche c'est dans le texte français pour les décisions prises par les acteurs publics.
pas pour les acteurs privés. Donc s'agissant de mon problème de journalisme et ma question de transparence algorithmique, ça ne règle pas le problème de ce point de vue-là. D'accord ? Et ce que je voulais aussi ajouter par rapport à cette loi française, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur sa disposition concernant l'explication. Et ça fait référence à ce qui a été dit dans la première table ronde ce matin. Le Conseil constitutionnel a dit que si on n'était pas en mesure de donner les explications parce que l'outil utilisé est trop complexe, eh bien on ne doit pas l'utiliser, l'administration ne doit pas l'utiliser, en tout cas pour prendre une décision exclusivement basée sur cet outil qui ne pourrait pas trouver l'explication, qui ne pourrait pas donner lieu à une explication. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'a indiqué le Conseil constitutionnel, par rapport à une réserve, une exception qui est dans la loi, il y a un droit à explication sous réserve des secrets d'affaires et des droits de propriété intellectuelle, ce qui cause de très gros problèmes aux États-Unis sur la police prédictive et la justice prédictive, ou même dans des procès en matière pénale, on n'arrive pas à accéder à l'information et à savoir pourquoi Palantir ou Predpol ou Compass pour la justice prédictive a décidé de telle ou telle façon, pourquoi on n'arrive pas à savoir pour son cas individuel. On n'a accès à aucune information en raison de la propriété intellectuelle et des secrets d'affaires sur les données ou sur les systèmes ou sur les deux. Et les juges disent, on a des décisions contradictoires, mais beaucoup de juges disent « Ok, secret d'affaires, on n'y touche pas ». Donc la France, dans son texte qui transpose le RGPD, a aussi mis les réserves de propriété intellectuelle et de secret d'affaires, ce qui est très contestable, mais le Conseil constitutionnel a dit sur ce point, si, s'agissant des décisions prises par le gouvernement, je suis toujours sur les décisions publiques et pas privées, si on utilise des outils de décision automatique qui ne peuvent pas faire l'objet d'une information, d'une révélation sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et secret d'affaires, eh bien là aussi ces outils ne doivent pas être utilisés par l'administration. Autrement dit, l'administration française doit utiliser des outils explicables et qui sans qu'il y ait la possibilité d'un obstacle par rapport à la transparence fondé sur la propriété intellectuelle ou les secrets d'affaires. C'est peut-être fort, ça va peut-être trop loin, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit pour les décisions prises par l'administration. Donc tout cela est un début, à voir comment ce sera mis en œuvre, mais en tout cas, j'en reviens à la presse et aux acteurs privés de manière générale, ça ne règle rien, puisque le RGPD, il n'y a pas véritablement de transparence algorithmique et la loi française ne s'appliquera pas à ce cas-là. Donc pour résumer, je suis à peu près dans les temps, c'est parfait. Donc pour conclure, les enjeux généraux que j'essaie de mettre en œuvre ne sont pas forcément propres au journalisme, mais je pense qu'ils ont une résonance particulièrement importante pour ce métier. Dans l'exercice de la démocratie, on a encore une fois besoin d'être informé pleinement, correctement et le plus globalement possible, et ne pas être orienté par des systèmes automatiques qui auraient trié des décisions ou qui auraient supprimé tel ou tel type d'information. Et surtout, on doit absolument éviter une standardisation de l'information parce que finalement, c'est ce qui risque d'arriver si tout le monde utilise les mêmes outils. Merci. Merci.